Il existe au large de l'Italie un monde magique, chanté par les poètes depuis l'Antiquité. Un univers marin jalonné de petits îlots volcaniques dont certains sont toujours en activité. Ce monde, c'est celui des îles éoliennes. Un archipel fascinant, comptant au total 17 terres et rochers émergés, dont 7 îles véritables. C'est aussi le pays d'Homère et de l'Odyssée, la patrie des dieux et des monstres qui peuplaient jadis les mythes grecs. Il y a 3400 ans, ces falaises de lave encore fumantes, battues par les flots, servaient de théâtre à la première grande épopée humaine, dont les mémoires ont gardé souvenir. Une aventure fabuleuse, construite comme un voyage initiatique à la découverte des mystères du monde. Homère avait choisi ce pays encore mystérieux pour les Grecs d'alors pour planter le décor de son roman, profitant de la diversité de toutes ces petites îles pour créer un monde complexe où les péripéties, tantôt effroyables, tantôt merveilleuses, s'enchaînent dans un rythme soutenu. Et à voir aujourd'hui la nature extraordinaire et terrifiante de ces volcans, on comprend aisément le choix du conteur. Ces îles éoliennes possèdent la beauté bouleversante des lieux, à la fois grandioses et prodigieux, évoquant en nous des sentiments très contrastés de peur et d'émerveillement. 3400 ans après Homère, ceux qui s'aventurent en bateau entre ces monstres de feu et de cendres ressentent toujours une émotion demeurée vive au fil des millénaires. Et certains vont jusqu'à s'imaginer être Ulysse aux commandes de sa flotte, sillonnant des mers taillées pour l'aventure. Les falaises sont alors les remparts de palais gigantesques, les arches des passages vers des mondes surnaturels, les grottes marines des antres de monstres légendaires, ou des repères de pirates sanguinaires, les rochers des vestiges pétrifiés d'invraisemblables naufrages. C'est alors tout le vieux monde d'Homère qui ressurgit des flots, magique et éternel. Éole, regarde-moi. Je te demande l'hospitalité. Santoulunda, il doit pas être là. Non, je crois pas. Pas de vin aujourd'hui et c'est très bien comme ça, crois-moi. Il a dû quitter sa maison. Dans tous les cas, sa demeure est magnifique. C'est un endroit exceptionnel. Là. Oh, les criques, les falaises, tu navigues avec le bateau d'île en île. Tu passes sur le côté d'îlot. Barre à bâbord. En avant. Allez, la chava. Éole, viens. Viens à nous. C'est splendide ici. Mais tu sais, depuis qu'on est monté sur l'Etna, moi j'ai plus peur de tous ces monstres de lave. Je te dis, il faut être toujours vigilant. C'est dangereux. Tu vas finir comme la famille Kraft, le mari et la femme. Deux vulcanologues, très intéressants d'ailleurs, et qui ont péri malheureusement sur un volcan. Ils étaient là, proches des explosions, proches de l'éruption volcanique. À côté d'eux, il y avait aussi une centaine de journalistes japonais. Et l'explosion, boum! Ça en était fini d'eux. Quoi, les autorités les avaient laissés monter sur le volcan et s'approcher très près comme ça? Les autorités, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, les autorités? Un volcan, c'est un volcan, hein. On ne peut pas mettre une barrière. En même temps, il y a une surveillance permanente. Mais le volcan, c'est comme une chaudière, et quand elle est pleine, boum, elle explose, et si tu te trouves en dessous, eh bien, tu y passes. Oui, c'est vraiment très impressionnant. Et tu sais que j'ai lu qu'en fait, tous les volcans de ces îles éoliennes étaient en fait les fils de l'Etna. Parce que l'Etna a été le tout premier à jaillir de l'eau, et au fur et à mesure des éruptions, eh bien, il a donné naissance à tous ces petits volcans à côté. L'Etna, c'est un volcan d'origine sous-marine, et il a 700 000 ans, tu te rends compte? En fait, il s'est formé avec des coulées de lave, des déchets de cendres aussi du tuf volcanique. Et le cône, en fait, c'est une succession de lave qui s'est solidifiée.
Et puis à côté de ça, tu as le mouvement tectonique des plaques qui va faire jaillir la montagne. Tu as aussi les tremblements de terre, les éruptions, et qui ont donné naissance ici à tous ces volcans des îles éoliennes. Il y en a quelques-uns ici, une dizaine. Et il y en a 2 qui sont très récents. Ils ont 40 000 ans, le Stromboli et Vulcano. Ils ont une histoire récente. J'adore ces paysages. C'est quand même fou de voir toutes ces maisons accrochées aux flancs du volcan. Je sais pas trop si j'aurais aimé vivre là, moi. Regarde, on dirait des coquillages accrochés à des rochers, tu trouves pas? En fait, les gens qui vivent là vivent carrément avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Alors bon, c'est excitant, mais c'est quand même très très dangereux. Un petit peu, mais bon, c'est vrai que s'il y a des secousses sismiques, les maisons elles peuvent se retrouver dans l'eau. En même temps, c'est très joli ici, hein. Tu as une vue imprenable. Et puis, il y a pas mal de choses sur ces îles. Il y a des mines, il y a des pierres qui rapportent de l'argent, de l'obsidienne. Il y a aussi de la pierre ponce. Et il y a un tas de choses encore à découvrir. Et oui, et d'ailleurs, on dit que ces îles sont peuplées depuis la nuit des temps. Et même Homère, d'ailleurs, il s'en inspire lorsqu'il parle de sa fameuse Odyssée d'Ulysse, lorsqu'il dit qu'Ulysse voyage d'île en île à la recherche de son chemin pour rentrer sur Ithaque. Parce qu'en fait, pour les Grecs, la mer, c'était vraiment très, très important. Pour eux, le monde, c'était la mer. Et elle était parsemée de petits îlots qui sortaient par-ci, par-là. Et les îles étaient surtout des lieux incontournables pour les marins dans l'Antiquité. Car les galères, elles marchaient à voile et surtout à rame. Et pour les navigateurs, il fallait surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Donc ils s'arrêtaient ici, ils prenaient leurs provisions et ils repartaient sur leur route du commerce. Et souvent, ils étaient bloqués là, lors de tempêtes, lorsque Éole, il s'énervait un petit peu. Et il restait des jours et le vent soufflait. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de navigateurs. Éole, des erreurs. Éole! Ah non, pas Éole. On est très bien comme ça, Paul, c'est calme. C'est razosiste, là. Raciste. Éole! Éole! Ne provoque pas la colère des dieux, Paul. Éole n'est ni l'ami des marins, ni celui des hommes. C'est un dieu puissant, régisseur des vents, et qui peut déclencher de terribles tempêtes par simple amusement. Souviens-toi donc de l'histoire d'Ulysse, Paul. Éole, qui habitait alors un palais fastueux sur l'une de ses falaises, entouré de sa femme et de ses 12 enfants, avait accueilli Ulysse avec bienveillance. Il avait même enfermé les vents les plus mauvais dans une outre pour que les valeureux marins puissent voyager paisiblement et rentrer au plus vite chez eux. Mais Ulysse négligea le cadeau, le laissant traîner à la portée de ses hommes, qui, curieux, voulurent voir ce que contenait ce sac en cuir offert par le dieu. En dénouant le fil d'argent qui fermait l'outre, les marins libérèrent des vents, provoquant une effroyable tempête qui ramena Ulysse et sa flotte au palais d'Éole. Furieux, ce dernier chassa Ulysse bien plus à l'ouest, déchaînant les vents dans la direction opposée à celle de la Grèce. Tu vois, Paul, Éole n'apprécie guère l'insolence ou le manque de respect. Et les marins grecs, jadis, le savaient bien. Eux qui vénéraient la puissance de ce dieu vif et imprévisible, responsable de tant de naufrages, et lui avaient édifié un magnifique temple sur l'île de Lipari. Ils n'omettaient jamais de lui offrir de magnifiques présents à chaque expédition lointaine, afin d'en obtenir les faveurs et apaiser son humeur. Car vois-tu, lorsque l'on habite une toute petite île perdue dans l'immensité de la Méditerranée, qui plus est au milieu de tant de récifs dangereux, on est tributaire du vent et de la mer, et soumis aux exigences des dieux qui les gouvernent. Alors dis-toi, mon cher Paul, qu'Éole t'a accueilli avec la même bienveillance qu'il montra jadis à Ulysse. Sois respectueux et garde-toi bien de toute impudence, si tu ne veux pas, toi aussi, déclencher la colère divine et te retrouver à errer bien loin de ta maison, l'âme en peine et l'esprit chagrin.
Les fonds marins ici sont magnifiques. Tu as vu de belles choses? Figure-toi que sur certains endroits, le sol est tapissé de morceaux d'amphore. Non. Ah oui, il y en a pas mal. Hein. Ouais. Et puis en plus, l'eau, elle est chaude. Ah. Et il y a des bulles de gaz qui remontent. Ah, c'est un hydromassage naturel. Ça, c'est le volcan. T'es bien rafraîchi? Ouais. Voilà. Tu sais, je te parlais d'Ulysse et de son voyage à travers toutes ces îles. Ouais. Ulysse était poursuivi par des monstres. C'est vrai. Eh bien, quand je regarde cette grotte, Ouais. j'ai l'impression que c'est celle de Caribe. Caribe. Caribe, la fille de Poséidon. Ben, elle habitait sur une de ces îles dans une grotte qui ressemblait beaucoup à celle-là. Ah bon. Et Caribe avait commis beaucoup de méfaits. En fait, elle avait un problème, elle était très gourmande. Ouais. Et elle avait dévoré tout ce qui se trouvait sur l'île. Et pour ça, elle a été punie par Zeus. Zeus l'a transformée en une sorte de tourbillon marin qui devait engloutir des milliers de tonnes d'eau par jour pour être rassasiée. Et évidemment, sur son passage, elle engloutissait les navires et les marins. Et Ulysse a réussi à lui échapper. En fait, Ulysse a échappé de Caribe et est tombé dans les bras de Scylla, qui était un autre monstre marin, qui avait l'apparence d'une femme. Et une queue de serpent. Et une queue de serpent, elle avait un gros harpon. Et Scylla vivait sur un rocher près de Messine. Donc Ulysse a échappé à Caribe pour se jeter dans les bras de Scylla. Scylla avait dévoré quelques marins, mais Ulysse a réussi à échapper à son harpon et à s'enfuir avec ses compagnons. Eh bien, dans la littérature française, on a gardé cette expression, tomber de Caribe en Scylla. Pas mal ça. Hein. Il est vrai qu'Homère, lui se réfère à la géographie pour relater en fait son aventure. Et donc, on a des indices qui concernent en fait les lieux où on a les différentes étapes du voyage d'Ulysse. Et les îles éoliennes sont bien représentées. Bien sûr. Alors, il y a d'autres lieux, comme dans le Latium, le Monte Circé, ou aussi la baie de Naples, et bien entendu les falaises de Bonifacio. Les falaises de Bonifacio, c'est là que vivaient les Lestrigons. Eh, C'était ces géants avec une force surhumaine. Et eux, carrément, jetaient des rochers sur la flotte d'Ulysse lorsqu'il passait en dessous. Et sur le mont Circé, il y avait la magicienne Circé. le paquet, la bellezza. Elle était surtout très maligne. Elle avait fait une sorte de breuvage. Elle ensorcelait les hommes de cette façon et elle faisait d'eux des esclaves. Et en ce qui concerne la baie de Naples, certains disent que c'était la terre des Cyclopes. Mais d'autres auteurs disaient que c'était ici, que c'était la Sicile, la terre des Cyclopes. Il ne faut pas oublier quand même que les Cyclopes avaient forgé les armes des dieux. Mais oui, Ils avaient donné à Zeus la foudre, ils avaient forgé le trident de Poséidon, les flèches d'Artémis. et aussi le bouclier et l'épée d'Achille. Et oui, c'est ça. Et en fait, c'était de très très bons forgerons qui travaillaient quand même la lave des volcans, c'est pas rien. Et Ulysse a vaincu un des Cyclopes en combattant vaillamment. En combattant vaillamment. C'est pas tout à fait ça. Ah bon? Non. Ulysse avait été capturé avec ses compagnons par les Cyclopes, qui étaient 3 frères. Et un soir, c'était un des frères qui les surveillait. Et Ulysse avait vu en fait quelques-uns de ses marins se faire dévorer par le Cyclope. Et lui, il n'avait pas du tout l'intention de finir dans le ventre du monstre. Et il a réfléchi, il a eu une idée. Il a parlé au Cyclope et il lui a confié que dans les cales de ses navires, il y avait des amphores. Eh oui. Elles étaient remplies de vin. Et elle a dit au Cyclope que ce vin était magique, qu'il avait des pouvoirs magiques. Le Cyclope était vraiment très intéressé. Alors il a commencé par boire une amphore, 2 amphores, Et 3 amphores. Et il a fini complètement ivre-mort. s'est vidé la cave. Voilà. Et là, Ulysse en a profité. Il a sauté dessus et lui a crevé l'œil. Et il s'est enfui avec ses compagnons. Le Cyclope, fou de rage, a demandé à son père Poséidon d'intervenir et de faire en sorte qu'Ulysse ne retrouve jamais le chemin retour pour rentrer chez lui. Et c'est ainsi qu'a commencé la longue errance d'Ulysse. Et je savais pas ça. Il a usé de malice et il n'a pas combattu. Il était malin celui-là. Hein. Un grec malicieux. C'est ça. Ces histoires. Hein. Il n'y a que des gourmandes. Hein. L'autre, comment ça s'appelait là? Caribe, Caribe. Et mangeait tout sur son passage. Murène, poisson, navigateur, bateau. les monstres marins. Et monstres marins. En tout cas, ici, c'est drôlement calme. Ouais. Et c'est grandiose. Moi, je vais aller replonger un petit peu, découvrir ces fonds marins. Fais attention à la méduse. La méduse. Tu sais que je l'ai connue, moi, la méduse. J'ai eu des aventures avec elle. Elle en a pétrifié des hommes. Hein. Mais moi, c'est moi qui l'ai pétrifiée.
Ah. Putain. Des cabrioles ou... Hop. Si la Méduse est absente du conte d'Homère, Ulysse dut combattre par la force ou la ruse bien des créatures légendaires au cours de son long périple en Méditerranée occidentale. Il faut savoir qu'à l'époque d'Homère, les fameuses colonnes d'Hercule, symbolisant la limite du monde civilisé, s'élevaient à la sortie du détroit de Sicile. Au-delà s'étendaient des rivages presque inconnus, peuplés de tous les dangers. C'était pour les Grecs du XIVe siècle avant Jésus-Christ un monde barbare situé en dehors de leur sphère d'interaction. Certes, les rivages de ce bassin occidental avaient déjà été explorés par des marins téméraires et Homère disposait de descriptions plus ou moins fiables des côtes et des voies maritimes. Mais les Grecs n'avaient aucune emprise sur ce territoire hostile, considéré alors comme primitif et sauvage. Dans son œuvre, Homère s'est servi de toutes les descriptions et les légendes rapportées par les marins. Elle fixe la géographie de son histoire et offre une base solide à son récit. Mais l'Odyssée n'est pas un périple à la découverte de rivages nouveaux, c'est un voyage initiatique, au cours duquel le héros est confronté aux turpitudes du monde et affronte les peurs de la société. Dans le récit, Ulysse était roi d'une petite cité-État, à Ithaque. Il faisait partie des vainqueurs de la célèbre guerre de Troie et s'était lancé à la poursuite de quelques navires en fuite. En franchissant les colonnes d'Hercule, il pénètre un univers qui s'apparente physiquement à la Grèce maritime qu'il connaît, avec ses centaines d'îles et de rochers émergés et son dédale de voies maritimes souvent périlleuses. Mais ce monde n'est en rien humain. Il s'agit d'un pays en tout point surnaturel, uniquement peuplé de créatures fabuleuses. Et au bout de ce territoire marin, peut-être au niveau de Gibraltar, se trouve le passage qui mène aux enfers. Ulysse lutte contre des créatures, mais en réalité son périple est une succession d'épreuves où les combats sont souvent intérieurs. Les vrais dangers qui guettent Ulysse sont les tentations, celles de se croire invincible, celles de l'amour, de l'infidélité, de la perdition. Ulysse porte en lui les lumières de la civilisation et combat la noirceur d'un monde dépravé. Tu vois, ici, il faut tout observer, les moindres détails, les moindres rochers, et surtout, tendre l'oreille. Il faut savoir écouter, parce que j'entends des femmes parfois. Quoi ? Les sirènes, le chant des sirènes, le danger que guette Ulysse lorsqu'il veut rentrer dans son royaume. C'est vrai. Tu sais que chez Homère, les sirènes habitaient sur les rochers d'Aea et sur les rochers des deux monstres marins, Charybde et Scylla. Mais par contre, je ne suis pas sûre que ce soit sur ces rivages-là. Et dans l'Odyssée d'Ulysse, d'ailleurs, elles sont représentées couchées sur l'herbe, près du rivage, entourées d'un tas d'ossements et de chair humaine. En fait, c'était les hommes qu'elles ont tués. En plus, le chant des sirènes, il était envoûtant. Parce qu'à l'intérieur, il renfermait des formules que Hadès avait préparées. Et tu sais qu'Ulysse a eu une très très bonne idée, encore une fois. Il a fait couler de la cire dans les oreilles de ses marins pour qu'ils ne puissent pas entendre le chant. Et il leur a demandé de l'attacher très solidement au mât du navire. Et il leur a dit que si jamais il leur demandait de le détacher, surtout qu'ils serrent les cordes encore plus fort. Et c'est de cette façon qu'il a pu traverser la mer sans encombre, sans être précipité par cette tentation. Et il a pu aussi entendre ce fameux chant des sirènes. Et ça, c'était peut-être au tout début de son périple de l'Odyssée. Parce qu'après, je crois qu'il a été porté vers l'ouest par les vents. C'est ça, vers l'île aux bœufs. Et ils ont été recueillis sur cette île, lui et son équipage, contre la promesse de ne pas manger les bœufs qui s'y trouvaient. Mais seulement, voilà, il y a eu une énorme tempête et ils en sont restés bloqués pendant près d'une semaine. Alors tu imagines que les marins, au bout d'une semaine, commençaient à avoir faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé tous les animaux. Voilà, ils ont mangé tous les bœufs. Et là, Zeus, il les a punis à sa façon. Il a déclenché une énorme tempête et il a envoyé de très nombreux navires tout droit au fond des mers. Ouais. Et Ulysse, il a perdu une bonne partie de ses compagnons. Par contre, lui, s'en est tiré. Il en est sorti sain et sauf. Eh oui.
Et son bateau a dérivé des jours et il a atterri sur une île. Et là, il a rencontré Calypso. La belle nymphe Calypso. Ouais, elle était peut-être belle, mais il est resté 7 ans prisonnier sur cette île. Hein. Eh oui. Bon, remarque, c'est pas mal, hein, une belle nymphe. Pourquoi pas la magicienne et Circé, hein. Au choix. Ça me plairait bien, moi. Cette année. Oh, Paul, 7 ans auprès d'une nymphe, ah ça te tente. Mais le pauvre Ulysse, lui qui était un homme vertueux, avait une femme et un fils qui l'attendaient désespérément. Et il ne songeait qu'à retrouver la douceur de son foyer et fuir ce qui n'était pour lui qu'une prison dorée. Ulysse ne manquait de rien en apparence, mais son cœur saignait sans fin. Toute l'Odyssée est d'ailleurs écrite comme un roman d'aventure, empreint de tragédie. Et comme bien souvent dans les tragédies grecques, le héros poursuit un but qui se dérobe sans cesse. Ulysse aura le droit de rentrer chez lui retrouver sa femme et son fils, après 20 ans d'errance. Mais la mort l'empêchera d'en tirer jouissance. Si le style littéraire est aujourd'hui désuet, la puissance du récit, sa mécanique et toute la psychologie des personnages qu'il met en scène font de cette aventure humaine un conte presque moderne. Une source d'inspiration quasi inépuisable pour des générations de romanciers à travers l'histoire. C'est beau, hein. C'est vraiment magnifique, ces falaises avec toutes ces strates, on les voit bien. Hein. Ouais. Et ça, ce sont des promontoires naturels qui dominent, qui donnent accès à la conversation avec les dieux. Moi, je dirais que ce sont des vestiges du vieux monde d'Homère, plutôt. Ouais. Homère. Et tu sais que la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que les historiens disent que Homère n'aurait pas existé. Ça serait uniquement un mythe. Ouais. Mais quand tu regardes les 48 chants de l'Iliade et l'Odyssée, eh bien, ces chants, ils ont été perpétués par la tradition orale et le théâtre. Donc ils existent bel et bien. Et ils sont là depuis des siècles et des siècles quand même. Et on disait que le poète était aveugle. Ça, c'est dans la littérature grecque. Ils disent que tous les poètes sont aveugles. Là encore, une autre légende. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, mais en vérité, qui le sait? Par contre, certains historiens, figure-toi, disent qu'une partie de l'Iliade et l'Odyssée aurait été écrite par une femme, une grecque de Sicile. Oui, oui. Non, j'y crois pas. Ça, c'est des hypothèses, beaucoup d'hypothèses. Mais une chose est sûre, c'est que toutes ces aventures de l'Odyssée existent bel et bien. Parce que quand tu regardes, ça a été retranscrit dans des vieux textes, très anciens. Ah oui. Et en même temps, on a retrouvé quelques tablettes avec des indications de cette aventure extrêmement magique. Enfin, pour nous, ça change rien que ce soit un homme ou une femme. On a tous ces souvenirs et c'est ça qui compte. Ouais. Le périple d'Ulysse. Et nous, on est là, hein. Et il n'y est pas, on le trouve pas. Et on va bien le rencontrer, là, à force de tourner autour des îles. L'aventure d'Ulysse est une aventure humaine, et cela la rend éternelle. Peu importe en réalité l'identité de son auteur, car celle-ci n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la teneur universelle du récit et sa mécanique narrative. L'Odyssée débute à quelques semaines à peine du retour d'Ulysse dans sa contrée, et tous les épisodes relatant ses combats sont des évocations du passé. Aujourd'hui, on utilise le terme anglo-saxon de flashback pour décrire ses retours en arrière, mais les Grecs du XIVe siècle avant Jésus-Christ maîtrisaient déjà cette mécanique narrative, tout comme ils maîtrisaient l'ensemble des techniques de la construction dramaturgique d'une histoire. L'Odyssée est le premier témoignage connu du roman d'aventure, et cela le rend célèbre, tout comme il est le premier témoignage connu du roman philosophique. Et de nous énoncer à cet égard que la plus grande des peurs qui hantaient les Grecs à l'époque d'Homère était sans aucun doute la perte d'identité, la peur de perdre son équilibre dans ce monde incertain
et d'oublier jusqu'à sa condition d'homme. À 2 kilomètres du Stromboli, en pleine mer, se dresse un curieux rocher comme un doigt tendu vers les cieux. C'est le Stromboliccio, un îlot volcanique dont l'histoire géologique est liée à celle des volcans de l'archipel éolien. C'est aussi un incroyable phare, juché en haut d'une falaise vertigineuse, sans aucune zone de replat. Construit au début des années 1920, ce phare cylindrique surmonte une unique pièce à vivre, elle-même bâtie sur l'arête rocheuse. Un escalier de 200 marches, taillé dans la roche, permet d'atteindre la structure, qui illustre à elle seule toute la solitude des gardiens de phare d'antan. Oh! 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 Venite! Oh! Oh! Addaghetto! Oh! Oh! Addaghetto! Oh! Oh! Addamighetto! Oh! Ils nous entendent plus, là, regarde comme ils sont loin. Ah, les bateliers, c'est plus ce que c'était autrefois. Hein. Déjà, tu vois la vedere, l'isolotto è bello, magnifico. On a failli tomber dans l'eau tout à l'heure à l'embarcadère. Après 200 mètres, 200 marches, ouais, plutôt. Le souffle, j'en peux plus. C'è le guardiano, che c'è qui? C'è Nimo, il n'y a personne. Enfin, c'est plutôt exceptionnel d'être là. Non, il est plutôt joli, ce rocher. Oui, joli de quoi? Bah. Ouais, tu as une belle vue, il est au milieu de nulle part. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ils vont plus venir nous chercher maintenant. Mais si, bon. Mais ils sont partis. Oh! On mangera le gabiano tout là. Et tu sais, avant de venir ici, avant de venir sur le Stromboli, je me suis renseignée. Et c'est là-bas qu'il fallait monter, pas ici. Oui, eh bien on ira ensuite. Mais écoute, on m'a raconté une légende. On m'a dit qu'en fait, lors de la terrible explosion du volcan, eh bien le bouchon du volcan serait sorti comme une fusée et serait venu ici atterrir dans l'eau. Ouais, ça c'est une belle histoire. Hein. Bah oui. Ouais. Si on veut, on pourrait le croire. Hein. C'est vrai que on voit le profil du cratère là, comme ça, et là on dirait que c'est vrai que ça y ressemble. Hein. Mais il aurait très bien pu. Ouais, imagine, si c'était vrai, mais c'est impossible, parce que là, regarde, il part, il arrive là, mais ici, à peu près 300 mètres de fond. Ce qui veut dire que le caillou où nous sommes fait 50 mètres. Ah oui. Donc en dessous, il y a quoi? 300. 300. Eh ben, un très gros bouchon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, en fait, ici, ben, tu sais ce que c'était? Eh ben, un morceau du volcan. Ce caillou nulle part. C'était la cheminée. Ah, c'était la cheminée. Cheminée d'un ancien volcan, aujourd'hui disparu. Et tout autour, là, le cône, eh ben, il existait. Et au fil des millénaires, eh ben, il s'est érodé avec les vagues, bien sûr, qui ont érodé toute cette zone basaltique, puisque c'est un volcan constitué de basalte. Et le basalte, c'est une roche qui est très très fine, et en même temps très compacte. Et le basalte, on peut dire qu'il a l'une des plus grandes structures mécaniques. Mais alors, cette cheminée devait être vraiment très 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 ancienne pour que tout autour, tout se soit érodé. Ben oui, ce volcan, il y a à peu près 300 000 ans. Ah ben dis donc. Par rapport au Stromboli, lui, il est beaucoup plus jeune, il a 40 000 ans. Et on peut dire que ce rocher, ou Stromboli, eh ben, c'était un des fils de l'Etna qui a surgi comme ça, au milieu de nulle part. Et tu sais qu'Homère disait que ce rocher, c'était peut-être le fameux phare qui guidait Ulysse. Le phare. Et c'est vrai que si on pourrait mettre un feu ici en même temps, ben, on pourrait orienter les navires. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un phare. D'ailleurs, il y a le feu. Hein. Le gardien, je ne sais pas où il est parti, mais il n'y a plus personne depuis longtemps. En même temps, regarde ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il allait faire le gardien? Comme nous. Ben, c'est sûr qu'il n'y a aucun endroit pour cultiver. Tu peux même pas planter un pied de tomate, ni une petite vigne, rien du tout. Il n'y a même pas d'eau en plus ici. Alors je t'explique. Hein. L'intérêt à crier fort. Hein. Un milieu très austère. Ouais. Enfin, il n'empêche qu'au début du XXe siècle, il y avait bien des gardiens de phare qui gardaient ce petit phare. Hein. Et moi, je ne me serais pas tellement vue habiter là. Tu te rends compte un peu, quand il y a des tempêtes?
Ouais, quand il y a des tempêtes, bon, il y a des phares qui sont beaucoup plus exposés. Oui, d'accord, mais bon, mais là, les vagues devaient passer complètement par-dessus. Ouais, ouais, c'est vrai. Complètement isolés de tout. Avec les provisions, ça aurait été bien. Oh! Hey! Ils ne peuvent pas nous abandonner sur une île, ils vont revenir. Ouais. Oh! Manaccia! Daguet, hein, je me trouve bloqué ici. Ah, je suis là, je te protège. Il y a le cheval de Troie, là, il y a un grand cheval, là. Il n'y a que ça qui est beau. Eh ben, tu sais quoi, on va aller à la nage. Il manquerait plus que ça, tiens. Moi avant, je pouvais autrefois. Aujourd'hui, je vais sonder, voilà. Même pas ça je peux faire. Soyez patients les amis, profitez du moment, admirez ce magnifique cône presque parfait qui se dresse devant vous. C'est lui qu'Homère nommait le phare de la Méditerranée, tant son sommet incandescent était connu des marins de l'Antiquité. Sachez que chaque nuit, depuis cette époque, il illumine le ciel et la mer d'innombrables projections de lave et de cendres, à un rythme quasi régulier. Et si vos bateliers ne sont pas revenus vous chercher d'ici là, sachez que vous serez alors en première ligne pour un spectacle des plus magiques. Cette magnifique île, qui épouse la forme d'un immense cône de plus de 900 mètres d'altitude, n'est en réalité que l'extrémité d'un volcan qui repose sur le fond de la mer à plus de 1000 mètres de profondeur. La partie visible n'est que le vaste cône de déjection du cratère. Aujourd'hui, les 5 bouches de ce cratère sont toutes orientées sur la partie nord-ouest de l'île. La lave qui s'écoule emprunte toujours un même chemin, que les habitants nomment la Sciara del Fuoco, la cicatrice de feu, et qui occupe un seul des flancs de la montagne. Il existe, à l'opposé, un petit village de quelques 400 âmes organisé autour d'un port de pêche. Ces gens vivent dans la crainte qu'une éruption d'ampleur ne modifie la morphologie du cône, amenant la lave à s'écouler différemment. Depuis le village, un sentier escarpé permet d'accéder au cratère et d'observer de près l'activité du volcan. Le chemin n'est toutefois pas sans danger, car les explosions propulsent des roches sur des centaines de mètres, et il arrive même que certains projectiles atteignent les maisons du village. Le Stromboli demeure l'un des volcans les plus dangereux de Méditerranée. Et si sa visite est possible, elle reste sous l'entière responsabilité de ceux qui s'y aventurent. Cool. Oh, Ça fume vraiment beaucoup là. et tu vas voir quand ça va péter. T'entends? C'est vraiment très impressionnant. On se sent tout petit. On est petit. Enfin, de là, on se rend vraiment compte qu'on est sur une montagne vivante. On sentirait presque son cœur battre à intervalles réguliers, c'est quand même fou. Eh bien, on sent les vibrations. Hein. Mm. La terre tremble. Là, il y a la puissance quand même. Hein. Ah, des fois, il y a un bruit sourd. Et des fois, tu entends. Oh là là, mon Dieu. C'est puissant. Mais tu crois que ça peut exploser d'un coup, là, comme ça? Et bien sûr, il y a plein de petites explosions, des fois des grosses. C'est pour ça qu'on a les casques, hein, au cas où il y a des chutes de petites pierres volcaniques. Mm. Bon, en même temps, le Stromboli, c'est un volcan qui est surveillé en permanence. Il y a les séismographes qui contrôlent la moindre vibration. Et donc, en fonction de l'activité, si elle est fréquente et si elle est intense, eh ben, ils peuvent donner l'alerte et parfois ordonner l'évacuation de l'île de Stromboli. C'est terrifiant, tout ça. Et c'est souvent arrivé? Il y a eu des épisodes. Alors, c'est pas tout le temps, on ne sait pas quand c'est que ça arrive. En 2002, par exemple, il y a eu un éboulement énorme. Tu as comme une sorte de glissement de terrain
avec des débris de roches volcaniques qui sont arrivés jusqu'à la mer. Mais c'est vrai parce que quand on pense à un volcan, on pense à une éruption volcanique, à cette espèce de fontaine de lave. Mais ce qu'on oublie, c'est que là-dessous, il y a une réelle activité sismique et qui engendre des tremblements de terre qui parfois sont encore plus destructeurs que le reste. Eh bien, en 2002, cet éboulement de terrain, il a occasionné des ondes, des vibrations importantes sur l'île de Stromboli. Et en fait, toute l'île a tremblé. Ben voilà. Et là, il y a eu des maisons qui se sont effondrées. Il y a eu aussi la centrale électrique qui a subi de nombreux dégâts. Les habitants de l'île de Stromboli, ils n'avaient plus d'électricité, plus d'eau. En même temps, cet éboulement, il a causé une vague, en fait, une sorte de tsunami, 6 à 8 mètres de haut, qui a déferlé sur toutes les côtes siciliennes et a fait de nombreux dégâts. Ah bah oui, j'imagine. Alors, il y a plusieurs épisodes. Je crois qu'en 2014 aussi, il y a eu des explosions volcaniques et des bombes volcaniques qui ont atterri sur le village. Il y en a eu aussi, ça c'était autre chose, c'était en 1930, c'était des coulées de lave. Des coulées de lave qui sortaient du cratère. Et il y avait aussi des nuées ardentes. Tu connais les nuées ardentes? Ah bah oui, les nuées ardentes, ça c'est chargé de gaz, de cendres, de pierres. Et surtout, ça dévale les pentes des volcans à une vitesse vraiment phénoménale. Et c'est chaud, plus de 1000 degrés. Et d'ailleurs, à l'époque romaine, à Pompéi, ce sont les nuées ardentes qui ont tué les habitants. C'est vrai. Avant même que les boules enflammées n'arrivent sur les habitations, les habitants étaient déjà tous morts. Et en plus, c'est la nuée ardente, tu peux rien y faire. Tu peux courir tant que tu veux. Ça va à 500 voire 600 km/h. Aucune chance. Avec plein de cailloux, là tu n'y es plus. Mais le Stromboli est un volcan qui n'est pas, on va dire, c'est pas un volcan explosif. Même s'il y a des fois des projections, ça sera un volcan plutôt effusif. Beaucoup de coulées de lave. Et ces coulées de lave, sont dirigées. En fait, elles prennent un chemin bien défini, un corridor qu'on appelle aussi un cône, on va dire, de déjection. Et donc tu peux même t'approcher de près parce que tu risques pas grand-chose. Enfin, il faut se méfier quand même. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et moi, je suis content d'être ici, tu vois. Oui. Et c'est un rêve. Parce que moi, mon idole, il est venu ici. Arpad Kirner. Toi, c'était Ulysse, moi, c'était Arpad. Arpad qui? Kirner. C'est qui celui-là? C'était un scientifique, un homme de talent. Le mec, il est venu ici sur le sol. Un peu excentrique, mais bon. Moi, j'ai lu des revues sur Arpad. Je suis trop heureux, là. Tu as raison, Paul. Le Stromboli n'est pas un volcan explosif, mais un volcan effusif, où la lave s'écoule régulièrement le long de corridors jusqu'à la mer. Ceci dit, le volcan effusif peut très bien connaître quelques phases plus explosives. La différence réside toutefois dans la nature même du volcan, et non dans celle du cratère comme on le croit parfois. En effet, l'archétype du volcan explosif n'est pas une forme de cône, mais bien une configuration particulière où le magma provient d'une zone de subduction entre deux plaques tectoniques. Ce magma est visqueux, chargé en silice et en gaz. Il s'accumule dans le cratère, formant un bouchon, jusqu'au moment où, sous la pression des gaz, le bouchon explose. Le Vésuve, qui a détruit Pompéi, se situe à l'endroit où la plaque africaine s'enfonce sous celle de l'Europe. Les éruptions sont rares, mais potentiellement destructrices. À l'inverse, les volcans effusifs sont des volcans situés sur des points chauds, où le magma remonte directement des profondeurs du manteau. Les laves y sont plus fluides et se déversent sous forme de coulées. Les îles éoliennes sont ainsi des fontaines de lave relativement paisibles, toutes alignées le long d'un axe au-dessus d'un point chaud. Mais cela reste des volcans dangereux, car la lave, même fluide, contient toujours de petites poches de gaz qui explosent à la sortie du cratère. Oh, regardez ça comme c'est puissant. C'est rouge. Dis-moi, parle-moi un petit peu de ton fameux héros là, qui a accompli des exploits sur ce volcan. Comment il s'appelait déjà? Val Kilmer? Non, Arpad. Arpad. Kirner, retiens bien ce nom. C'était un être exceptionnel. Alors, bien sûr, c'était pas vulcanologue, mais quand même, il comprenait beaucoup sur les volcans. Il avait fait le tour des volcans de Méditerranée, il était allé sur Vulcain, mais lui, il était intéressé particulièrement au Stromboli. Donc il est venu ici en 1914. Bien sûr, il avait préparé sa venue, parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait presque prélever même des bouts de lave en fusion. Ouais. Et son idée principale, c'était de descendre vraiment dans les profondeurs du cratère.
C'était un savant fou, il était un peu farfelu quand même, non? Il était original, mais bon, il comprenait, techniquement il n'était pas mauvais. Donc il arrive ici, il vient sur Stromboli avec son assistant, et bien entendu il avait tout préparé. Il avait fait, alors, comme les cosmonautes, il s'était fabriqué une combinaison en acier, avec à l'intérieur tout rembourré d'amiante. Ah, carrément. Ah oui, les gants en amiante, des bottes renforcées avec de l'amiante. Enfin, il s'est réalisé une armure de chevalier, mais pour descendre dans les profondeurs de la Terre. Et alors, il poste son assistant au-dessus du cratère, et là, il commence à descendre. Bon, bien sûr, il a décrit minutieusement, il décrit sa descente dans le cratère. Et bien entendu, il a écrit dans pas mal de revues d'époque avec son assistant. Et il commence à descendre. Il descend, bon, tout se passe bien, avec sa belle combinaison. Et là, il va commencer à faire des photos après lever de la roche en fusion. Et, non, bien sûr, quand tu descends, la température de la Terre, elle était très chaude, hein. Même aujourd'hui, regarde. Là, tu brûles. 125 degrés la température de la Terre, et l'air à l'intérieur, c'est 100 degrés. Et lui, il avait une bouteille d'oxygène à l'intérieur même de la combinaison. Donc il descend petit à petit, tout se passe bien, il prend des photos, il passe du temps, et soudain, il y a une explosion. Une explosion avec des fumerolles toxiques. Et là, sa bouteille d'oxygène, elle a une défaillance technique. Et il va respirer toutes ces vapeurs toxiques. Il va respirer et paf, il va tomber inconscient. Et son assistant, heureusement, il le voit, et là, il va descendre à l'intérieur, il va le récupérer, et il va le remonter à l'intérieur, hors du cratère. Bien entendu, il a sauvé la vie quand même. Mais bon, lui, ayant respiré toutes ces vapeurs toxiques, il avait les poumons quasiment brûlés. Et bien entendu, bon, ça n'a pas empêché qu'il est descendu au centre de la Terre et qu'il a quand même fait un exploit. Hein. Et il s'en est sorti. Enfin, c'était de l'inconscience quand même. Et ça lui a rapporté quoi du coup d'avoir fait ça? Et quand même, c'était le seul à avoir fait ça, la postérité. La postérité. Bon, moi je ne descendrai pas au fond. Hein. Non, moi non plus. Mais c'est quand même un spectacle grandiose. Bon. Oh, ça m'a fait peur, ça. Comme c'est beau. C'est excitant. Ça fait peur. C'est impressionnant, hein. Et l'altro è fa là dentro. Mais quelle idée! Quelle idée, effectivement, que d'aller se jeter dans la gueule du dragon. Cela semble complètement fou, et force est de conclure qu'Arpad Kirner était pour le moins déraisonnable. Son exploit insensé n'a d'ailleurs guère suscité l'admiration des foules, même si les journaux de l'époque l'ont largement relaté. Beaucoup soulignèrent le courage de l'homme dans sa folle entreprise, ainsi que son ingéniosité. Mais la prouesse renfermait une indéniable part d'absurdité qui amoindrissait forcément la performance, d'autant que son utilité scientifique restait discutable. Arpad Kirner connut une gloire éphémère, concrétisée par la couverture du magazine américain Popular Science, mais passé le temps de la surprise, sa prouesse retomba dans l'oubli. Seuls quelques vieux habitants de Stromboli se souviennent encore de cette incroyable expédition et de son curieux record, 800 pieds à l'intérieur du cratère. Mais je doute fort qu'il n'ait jamais été homologué. Pourtant, l'homme n'était pas totalement fou. C'était un rêveur qui avait poursuivi un vieux fantasme né de la lecture de Jules Verne. Car dans le roman Voyage au centre de la Terre, les protagonistes débutent leur périple en s'engageant dans le cratère d'un volcan islandais éteint, pour ressortir en fin d'ouvrage par une des bouches du Stromboli. Peut-être qu'Arpad Kirner avait-il tenté de parcourir le chemin en sens inverse. Mais viens!
Aujourd'hui, on assiste vraiment à une activité remarquable. C'est formidable. C'est impressionnant. Regarde. Bon. C'est tellement beau qu'on en oublierait presque le danger. Mais où tu étais, toi, dans le noir, là? Eh ben, j'étais sur les traces d'Arpad. Lui, il avait complètement oublié le danger. Hein. Encore Arpad. Moi, je suis prudent. Mais figure-toi qu'Arpad, il n'a pas laissé tomber. Il n'est pas resté sur sa faim. Ah bon? Il est revenu. Il a fait un petit peu quelques mois de convalescence. Et ensuite, il revient ici, sur Stromboli. Parce que l'activité à cette période, elle était très importante. Il décide avec un nouvel associé. Il va chercher une autre personne, Paul Munster. Et là, il revient ici à Stromboli pour l'étudier de nouveau et faire encore une nouvelle expérience. Bien entendu, il reconfectionne un petit peu sa combinaison d'amiante. Et là, il va décider différentes choses. Il ne va pas descendre dans le cratère, il veut remonter un cône de déjection. Tu sais, la lave qui descend, lui, veut la remonter. Mais ça lui a pas suffi de se brûler la moitié des poumons, lui? Eh ben non, à croire que non. Enfin, c'était un guerrier. Hein. Donc, il va venir ici. La population est au courant de sa venue. Et donc là, autour du volcan, en mer, il y a des bateaux qui vont voir l'expérience d'Arpad. Il va remonter progressivement la coulée de lave. Il va innover. Il va avoir un gros bouclier immense qui va permettre d'éviter les pierres. C'est-à-dire, des fois, il y a des pierres qui roulent et avec le bouclier, il va monter progressivement. Dis donc, ça va suffire, ça. Ingénieux. Et donc, il attaque la progression dans la montée. Et là, à un moment donné, il y a un gros bloc qui se détache et qui va rouler en direction des deux protagonistes. Et les gens sur les bateaux ont beau hurler, mais il va percuter le rocher, paf, va percuter le bouclier va monter en l'air. C'est pas étonnant. Il va propulser Arpad et son associé, ils vont partir sur des dizaines, voire des centaines de mètres, ils vont arriver presque au bord de la mer. Et bien là... Ils sont pas morts? Eh ben non, comme par enchantement, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, des petites égratignures et ils s'en tirent à bon compte. Bon, tu m'as fait peur au départ. Regarde ça, c'est impressionnant, on dirait un énorme feu d'artifice. Naturel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magique. Bon, elle est quand même incroyable, ton histoire. Hein. Elle est un petit peu farfelue aussi, non? Bah, on dirait un film de science-fiction. Bah oui. Mais bon, en tous les cas, Arpad, il a bien risqué sa vie et il a réalisé quelque chose d'impossible. Tout le monde pensait que c'était impossible et lui, il l'a fait. C'est comme ton héros, Ulysse, hein, toujours à chercher, à puiser dans des forces pour faire quelque chose de surnaturel. Eh bien, la venue d'Arpad sur le Stromboli, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bah, il a réalisé son rêve, en tout cas. Ben oui, en fait, il faut voir ça comme une soif insatiable de découverte, de curiosité. Les hommes cherchent toujours à faire ce genre de choses. Et il faut voir aussi ça comme un rêve qui était risqué, mais qu'il a réalisé. C'est vrai. Bon. Mais pour moi aussi, c'était un rêve. Hein. Un rêve. On est là, aujourd'hui. Incroyable. Bon. C'est merveilleux. Oh, regarde ça, ce panache. Voilà, là. Oh, j'ai eu peur. Ça, c'est le bruit là-bas. J'ai un peu la pression, moi. Même si le volcan est sous pression, j'ai moi aussi. Bon, là, on risque rien. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont été fascinés par les volcans, en particulier les volcans effusifs, avec toutes leurs gerbes de feu qui jaillissent dans un grondement assourdissant. Le spectacle qu'ils offrent est extraordinaire, intense et effrayant. Il renvoie à nos peurs les plus animales, les plus instinctives, mais attise aussi notre curiosité très humaine, notre attirance intellectuelle pour les mystères de notre monde. L'attraction irrésistible qui pousse l'homme à se surpasser et à s'élancer dans de folles explorations aussi dangereuses qu'excitantes fut de tout temps l'apanage des vrais héros, mythiques ou modernes. Et je comprends, les amis, que ce spectacle bouleversant puisse rassembler sur cette montagne deux êtres aussi éloignés qu'Ulysse et Arpad Kirner. Car malgré les siècles et les cultures qui les séparent, ils firent tous deux
preuve de cette audace et de cette témérité qui forge les héros. Oui, Arpad Kirner était un peu fou de descendre ainsi au cœur de ce brasier infernal, mais Ulysse ne l'était pas moins, de laisser femmes et enfants pour se confronter au monde surnaturel des créatures divines ou diaboliques. Les deux étaient mus par cette force impérieuse, mêlant désir et curiosité, qui pousse les hommes à se transcender, à se confronter à l'inconnu, à conquérir l'inaccessible, à dompter les phénomènes extraordinaires. Et à vous regarder sur ce sommet, tout émerveillé et tout excité par la beauté du spectacle, je me dis que cette force est peut-être bien celle qui définit le mieux notre humanité. Les îles éoliennes ont toute une origine volcanique, et certaines abritent des volcans encore actifs. Mais elles n'en demeurent pas moins des terres maritimes à très forte attractivité. Malgré le danger, ces territoires ont été habités très tôt dans l'histoire de l'humanité, bien avant l'époque d'Homère. Les populations préhistoriques maîtrisaient déjà la navigation il y a 10 000 ans, et elles se sont affranchies des contraintes de la mer pour explorer toutes les terres émergées et tirer profit de ce qu'elles offraient. Lipari, la plus grande des îles éoliennes, fut ainsi peuplée très anciennement par des populations villageoises qui exploitaient tant les ressources marines que les grandes plaines fertiles qui s'étendent de part et d'autre des vieux cratères endormis. Les vestiges de ces premières communautés insulaires montrent leur insertion dans les réseaux d'échange en Méditerranée. Et c'était en réalité tout l'intérêt de ces îles que d'offrir aux navigateurs d'alors des relais sécurisés le long des voies maritimes qui longeaient les côtes italiennes. Ces îles, assez désertes aujourd'hui, formaient alors des territoires prisés, s'imposant comme des plateformes portuaires sur les routes commerciales entre les peuples d'Occident. J'adore cette végétation. Et ça sent bon. Ça sent l'armoise arborescente. Mais il n'y a pas que des bonnes senteurs par ici, hein. Il y a aussi plein de vipères. Des quoi? Des vipères. Tu plaisantes? Je plaisante. En fait, on est sur une île, donc il n'y a aucun serpent venimeux. Ah. Par contre, il y a plein d'araignées. Hein. Ah bah oui, tu me rassures beaucoup là. Bon, ça va. Et là, on surplombe les deux Torricelli. Regarde ça à la vue. C'est beau. En tous les cas, on est vraiment au meilleur endroit pour observer Saline. Saline, qui doit son nom à l'exploitation de sel. Mais les Grecs, à l'Antiquité, l'ont dénommé Didyme. Didyme. Qui veut dire jumeau, en raison de ces deux montagnes que l'on a en face de nous. Ah bah oui, ça tombe sous le sens. Qui sont deux volcans qui datent de 200 000 ans, éteints aujourd'hui. Et à l'origine, il y avait 6 volcans sur l'île de Saline. Mais alors, si ces volcans sont éteints depuis si longtemps, du coup, il n'y a plus aucun danger. Pourquoi est-ce que Saline est si peu peuplée? Si peu peuplé, il y a quand même quelques habitations, mais comme tu peux le voir, de par la géographie, on ne peut pas construire sur des pentes et des falaises abruptes. Pas évident. Mais autrefois, elle était beaucoup plus peuplée qu'aujourd'hui. Hein. Bon, la plus peuplée des îles éoliennes, ça a toujours été Lipari. Ouais. Mais sur Lipari, il y a aussi des volcans éteints et des volcans en sommeil. Ce qui fait qu'au Moyen-Âge, il y a eu une grande éruption. Et les gens de Lipari sont allés s'installer sur Saline. Et quelques années plus tard, au XVIe siècle, comme dans toutes les îles des Méditerranées, il y a eu des pirates. Des pirates et des barbaresques. Et Barberousse est venu ici en personne, avec ses galères, et a attaqué Saline. Donc ils ont massacré la population, ont pris des esclaves. Et donc les gens ont fui totalement Saline pour venir ici à Lipari. Alors en fonction des périodes, il y avait des migrations d'île en île. Ils allaient et venaient. Ils allaient et venaient. Et ensuite, les gens sont retournés sur Saline et ont planté des vignes, comme dans les autres îles, à Ligoud, Ifiligoud et ici à Lipari. Et d'ailleurs, Saline a produit un vin blanc qui est vraiment très très bon, c'est le Malvoisie. Et Maupassant, quand il a goûté, a dit que c'était un sirop de soufre et qu'il était vraiment très 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 sucré, sirupeux, et que son goût de soufre était si fort qu'il collait au palais et qu'il restait jusqu'au soir. Il a même dit que c'était le vin du diable. Alors. Ouais, bon, il n'avait pas tort, parce que pour l'avoir goûté à maintes reprises,
c'est vrai qu'il frappe un peu. Hein. Il est assez sucré, il monte vite, l'alcool va vite dans le sang. En plus, avec le soleil qui règne ici, je t'explique. Hein. C'est vrai qu'on peut dire même que c'est de la liqueur de vin. Ah. Mais quand on voit les pentes de ces volcans qui sont si touffus, si denses, enfin, on voit bien que c'est une terre qui est fertile. Ah oui. Mais quand on imagine quand même que c'est de la lave en fusion qui vient du centre de la Terre, on pourrait croire que c'est des terres stériles. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le Mais contraire. comment c'est possible? Ben, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le magma qui va sortir hein, par expulsion, va être projeté en l'air. Et ensuite, eh ben, ça va se répandre un petit peu sur toute la surface de l'île ou de la montagne. En même temps, il y a peu de silice, mais par contre, il y a des minéraux. Hein, tu as du phosphore, tu as du fer aussi, du magnésium, du calcium. Et ça apporte beaucoup à la terre. En fait, la terre, elle est beaucoup plus aérée. Et c'est vraiment de l'engrais, c'est à manger pour les plantes. Et donc, par la suite, les plantes vont progressivement reprendre le dessus et vont reprendre vie. Puis tu rajoutes à ça un peu d'eau et surtout beaucoup de soleil. Eh oui, parce qu'en fait, il y a besoin aussi de tout ça. Et ici, le soleil, il y en a. Ouais. Et après, ça donne toutes ces armoises. Regarde comme c'est joli. C'est tout vert. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des explosions en répétition, hein, parce que sinon, ça brûle tout quand même. C'est beau. Oui, Karine. C'est bien étrange en effet de constater que la vie puisse naître du feu et les terres fertiles du magma incandescent. Mais c'est en réalité un processus qui est à l'origine même de notre planète, tout entière. Une boule de feu avec un noyau en fusion entouré d'une croûte de magma refroidi, avec des océans en partie formés par les gaz échappés du manteau. C'est le magma refroidi qui a donné vie à notre planète, et il n'est pas surprenant que les terrains les plus fertiles soient justement ceux à proximité immédiate des volcans. Aujourd'hui, les plateaux qui entourent les cônes volcaniques sont habillés d'armoises, de fougères et de cannes sauvages. Mais il y a quelques millénaires, ces terres étaient entièrement couvertes de céréales et nourrissaient une population villageoise importante. Plus tard, les Grecs de Syracuse s'emparèrent de ces îles. Ils y introduisirent la vigne, remplaçant une partie des champs céréaliers par des vignobles administrés depuis la cité-État. Cette tradition viticole n'a bien entendu pas résisté aux guerres qui suivirent, et il n'existe aujourd'hui que peu de traces de cette activité antique. Mais lorsque le climat est redevenu sain en Méditerranée, à la fin du XVIIe siècle, l'attrait pour ces terres volcaniques fertiles s'est de nouveau fait sentir, et de nombreuses vignes ont été replantées à l'ombre des volcans. À la fin du XIXe siècle, le vin des îles éoliennes était très prisé des connaisseurs et s'exportait dans toute l'Italie. De cette aventure demeurent aujourd'hui quelques crus remarquables, bien connus des œnologues. Elles sont vraiment très bonnes, hein. Juteuses, mûres à souhait. Et je t'avais dit qu'ici c'était remarquable, c'est antique. Mûr. Et tout ça, ça m'a pas l'air à maturité. Hein. Mais je parlais pas de ça, hein. Et tu as toujours ton drap rouge sur la tête. Ça fait partie de la lutte biologique. Quand ils voient le voile rouge, les pucerons, le milieu, le tralala, ils s'en vont. Mais enfin, Polo, c'est bon, maintenant tu peux le sortir le châle. Non, je n'enlèverai pas mon châle. Mais enfin, ça sert vraiment à rien ici. Mais oui, ça sert à se protéger et en même temps, tu te mets dans la peau de différents personnages. Ah oui. Tu as Mémé, tu peux être aussi Polo d'Arabie, comme un personnage connu, Hassan Polo. Oui. Ou alors Polo, le pèlerin. Ah. Lequel tu choisis? Ah, celui-là, je préfère Polo le pèlerin. Ouais. Et puis, il ne faut jamais se séparer de son châle dans les vignes. Parce qu'ici, comme tu peux le voir, on est dans un magnifique vignoble. Et autrefois, sur l'île de Ly, pareil, il y avait des vignes partout, tout autour. Voilà, c'est montagne. Aujourd'hui, il y a du maquis.
Eh bien, jadis, il y avait des vignes. Enfin, tu veux dire qu'ici, à Lipari, le puceron maudit n'est pas venu? Oui, bien sûr que le phylloxéra est arrivé. Mais comme l'île, économiquement, était assez forte, elle n'est pas tombée dans la tourmente. Et puis en même temps, c'est vrai que le phylloxéra a ravagé quelques parcelles et quelques vignobles. Mais plus tard, ils ont été reconstitués. Donc on a fait venir d'autres cépages, comme la malvoisie, et aussi des cépages qui se trouvent sur les volcans, comme sur l'Etna. On a fait venir du Neroda, un cépage noir qui fait un très bon vin rouge. Et tu veux dire que ce cépage n'a pas été attaqué par le puceron? Ici, on est dans un endroit, comme tu peux le voir, on est dans un cratère. Eh oui. Alors ici, c'est particulier parce que dans un cratère, il y a de la roche volcanique et le puceron, il n'aime pas trop à l'intérieur du cratère. Sur l'île de Lipari, les vignobles étaient sur le bord de mer. Donc c'est des endroits sablonneux avec des roches volcaniques. Et le puceron, le phylloxéra, déteste le sable. Donc lui qui attaque le pied de vigne à la racine et après ravage la plante dans sa totalité, eh bien, il ne supporte pas le sable. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller. Il va aller sur d'autres îles où il n'y a pas trop de sable. Alors ce puceron maudit a ses petites préférences en matière de sol. C'est bien ça. Il n'aime pas les sols friables ou granuleux en fait. Voilà, c'est bien ça. Donc ici, on est en présence d'un cépage qui reste quand même très ancien, cépage antique. On est sur le Nero de Corinthe et il n'y en a plus beaucoup ici sur l'île. Donc c'est presque l'unique parcelle que l'on peut trouver. Après, il y a d'autres parcelles qui sont exploitées par des paysans locaux qui ne le produisent pas, donc ils gardent ça pour usage personnel. Et en même temps, il y a d'autres cépages très anciens, d'autres variétés qui sont plantées un petit peu partout sur l'île et quelques micro-parcelles que l'on peut voir sur la totalité de l'île de Lipari. Des cépages antiques qui font vraiment honneur à cette tradition ancestrale viticole sicilienne. Et d'ailleurs, tu sais que les Romains disaient que Bacchus avait donné aux hommes la fête et à la Sicile le vin. Et oui. Et dans l'Odyssée d'Homère, eh bien, Ulysse transportait du vin dans ses cales. Eh bien, on dit que ce vin était originaire de Sicile. Ah, lui, il s'est pris tout le vin de Sicile pour le ramener en Grèce, c'est maligne. Mais le vin, bon, on dit souvent que c'est les Grecs, mais il me semble que Dionysos, c'est le dieu du vin et le dieu de la fête, mais il y a aussi Osiris, non? Qui à l'époque des pharaons, c'était le dieu du vin. Alors c'est vrai, on a découvert des traces de conservation du jus de raisin fermenté en Égypte. Mais alors c'était il y a plus de 7000 ans, c'était bien avant la dynastie des pharaons. Mais en Mésopotamie, eh bien, cette culture de la vigne a été datée de à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'était pas vraiment le vin d'aujourd'hui. Ouais, il devait rajouter pas mal de choses. Oui, à mon avis. Par contre, le premier pressoir a été découvert en Crète. Parce que du temps des Grecs, la Crète, c'était vraiment la région viticole par excellence. Il y avait ce fameux vin crétois. Et d'ailleurs, les Phéniciens faisaient le commerce de part et d'autre de la Méditerranée avec ce fameux vin, déjà à l'époque. Par contre, ici en Sicile, on ne sait pas du tout qui a amené la vigne. Alors peut-être c'était les Phéniciens, mais comme les îles éoliennes étaient déjà plantées de vignes 2000 ans avant Jésus-Christ, du coup on ne sait pas trop. Ouais, mais en tous les cas, même si la Sicile n'est pas la première région productrice en vin, ça reste quand même un vin de qualité, un vin volcanique d'exception qui est connu dans toute la Méditerranée. Et ça, c'est exceptionnel. Moi, je trouve surtout incroyable une vigne au plein milieu d'un cratère. Tu devrais enlever ton chapeau ridicule et mettre un voile comme ça ou un châle bordeaux rouge. Laisse mon chapeau, il est très bien. Avec le blanc, tu vas attirer tous les insectes. Ouais, non. L'histoire du Nil est toujours une histoire complexe, balançant entre ouverture vers le monde extérieur et repli sur soi. Ces territoires exigus et naturellement délimités par la mer sont plus que tous les autres soumis aux aléas des conflits extraterritoriaux, car leur économie est totalement dépendante des circulations de produits avec les autres pays. Dans un monde en paix, les îles sont des atouts indéniables, implantés au cœur même des réseaux d'échange. Mais lorsque les voies maritimes sont fermées et que le danger guette les navires, les îles sont des terres isolées et terriblement appauvries. L'histoire de l'île de Lipari illustre à merveille cette succession de richesses et de désolations, elle dont le centre urbain fut longtemps un petit noyau fortifié recroquevillé sur ses remparts. Sans rentrer dans le détail des turpitudes de cette histoire insulaire, il est possible d'en lire toute la complexité sur les façades des édifices. Car cette cité de Lipari mélange et associe une infinité de styles divers, qui témoignent tous des nombreuses passations de pouvoir au fil des siècles.
la cathédrale baroque de la ville montre d'indéniables influences hispaniques. Elle qui fut pourtant édifiée en 1084 dans un style arabo-normand alors en vigueur dans tout le sud de l'Italie au XIe siècle. L'histoire de Lipari débuta en effet au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs assirent leur domination sur les côtes de Sicile et de l'Italie du Sud, imposant leur civilisation à grands coups d'épée, à des chefferies anciennes bien moins organisées. À cette époque, Syracuse était un royaume puissant, tenant en respect les armées athéniennes, carthaginoises ou étrusques. Au lendemain des guerres puniques, les Romains s'accaparèrent l'île, transformant Lipari en un poste avancé, protégeant la baie de Naples. Les Romains rehaussèrent les remparts de l'ancien château grec, créant une sorte de base navale fortifiée. Au XIe siècle après Jésus-Christ, les Normands reprirent à leur compte cette base fortifiée. Ils érigèrent une église, redonnant à Lipari sa vocation de petit centre portuaire, fixant à nouveau une population qui avait déserté l'endroit après l'effondrement de l'Empire romain. À partir du XVe siècle, les flottes corsaires du sultan de Constantinople ravagent les côtes méditerranéennes, alimentant un commerce d'esclaves très prospère. La flotte des frères Barberousse s'empare de Lipari en 1544, réduisant toute la population en esclavage. L'île est abandonnée. Au cours des siècles suivants, Français, Espagnols et Autrichiens se disputent. À tour de rôle, ce petit territoire marin, participant ainsi à la construction d'une cité portuaire aux accès multiples. À la fin du XVIIIe siècle, l'exploitation des gisements de pierre-ponce donne un élan nouveau à cette île peu peuplée et économiquement pauvre. On voit alors fleurir d'innombrables carrières à flanc de montagne et de nombreux mineurs affluent depuis l'Italie continentale. La pierre-ponce s'affirme comme un produit indispensable, offrant de multiples applications industrielles. Elle entre dans la composition du béton, des lessives, de différents produits abrasifs, de peinture, de verre optique et participe même à la fabrication des tubes cathodiques des premières télévisions. Mais c'est très dangereux. Mais enfin, regarde, c'est tout raviné, ça va nous tomber dessus, ça. T'inquiète pas, et confiance. Tu sais, ici, les gens de Lipari, ils ont toujours exploité cette zone-là. Ils ont fait leur fortune. À ce point? Eh oui, avec la pierre ponce. Et moi, je vais devenir riche. Et dire que la pierre ponce est désormais synthétique et qu'elle vient de Chine. Qu'est-ce que comprennent les Chinois en pierre ponce? En tout cas, cette carrière est vraiment très impressionnante. Tu imagines un petit peu les quantités astronomiques de pierre ponce qui sont sorties de cette carrière? Ouais. Et dire que ce tout petit caillou vient d'une éruption volcanique. C'est ni plus ni moins une roche volcanique, très légère, de couleur blanche et qui renferme du gaz. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une sorte d'espèce de mousse de lave magmatique qui sort du magma. Et regarde ça. Elle est chargée en microbules de gaz. En fait, c'est comme de la cendre qui emprisonne ces microbules de gaz. Et quand elles vont être expulsées lors d'une grosse éruption, avec le froid, ça va refroidir et ça va figer. Et là, ça va donner cet aspect microgranuleux et aéré. Et c'est pour ça qu'elle flotte. Et d'ailleurs, on en trouve sur les rivages de Corse. Elles doivent venir d'ici, non? Probablement, puisque là, elles vont aller jusqu'à la mer. Ensuite, elles vont flotter, elles vont rouler avec la houle et ça va être tout rond. Là, elles sont un peu brutes, hein. Regarde. Et tu sais que j'en ai toujours dans ma salle de bain, parce qu'après le bain, tu frottes les pieds et ça fait des pieds tout doux.
Mais je pense à tous ces gens qui travaillaient dans les carrières. Tu sais, ils devaient respirer quand même pendant des heures et des heures toutes ces poussières. Et figure-toi que vers le XVIIIe siècle, on m'a dit que lorsqu'ils pratiquaient les autopsies, en fait, quand ils ouvraient les corps, ben, cette poussière s'était solidifiée et à l'intérieur, il y avait carrément des masses de cailloux. Avec le bistouri, ça devait faire... C'est vrai que respirer la poudre de Pierreponce, c'est pas la joie. Dans tous les cas, à l'époque très ancienne, à l'Antiquité, eh ben, les Romains, ils exploitaient ces carrières-là. Hein, parce que déjà, la Pierreponce, c'était un isolant remarquable. Niveau isolation thermique et aussi isolation phonique. Ils ont toujours mis de la pierreponce, en fait de la poudre, pour faire leur béton. Et les Romains, c'est vrai, avaient inventé un béton qui était d'une solidité extraordinaire. Regarde par exemple, la coupole du Panthéon de Rome, plus de 40 mètres de diamètre. Et bien, depuis le temps qu'elle existe, pas une fissure, elle n'a pas bougé. Et ils ont aussi retrouvé des digues et des aménagements portuaires qui dataient de l'époque romaine. Alors 2000 ans de vagues dessus n'ont rien changé en fait, elles n'ont pas bougé. Ouais, ils avaient quand même une technique qu'on a eu du mal, durant toute cette période de l'histoire, à retrouver. C'était un mystère. Comment faire tenir des coupoles comme la coupole du Panthéon sans qu'elles tombent? Et bien finalement, on a trouvé. Hein, il y a eu des scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Et par exemple, ils mettaient de la poudre de Pierreponce, 2 volumes de poudre volcanique pour 1 volume de chaux pour faire ces digues des ports antiques. Eh ben voilà, on a la solution. Et quand tu regardes les ports qui ont été faits il y a 80 ans, voire 50 ans, tu vois déjà que les digues elles sont érodées. Il y a l'érosion qui a joué dessus, alors que les digues romaines de 2000 ans, on peut les voir encore aujourd'hui qui tiennent. C'était fort les Romains quand même. Hein. Ah oui, ils étaient forts. Eh bien, regarde, tout ça, on va revenir à la maison. Tiens. Oh, comme elle est... Oh, oh. Enfin. Et voilà. Allez, tu la ricomincia. Oh. Où elle est la belle? C'est celle-là. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? T'inquiète pas. Je vais me construire ma maison en pierre-ponce. Comme ça, de temps en temps, je pourrais même me brosser les pieds dessus. Tu vois. Mais on va pas tarder parce que c'est pas très sûr ici. Hein. Non, ça va. Hein. Allez. Ça va? Il y en a d'autres à prendre. Allez. Des belles maisons légères. Ah oui, légère, elle va être légère. Cette partie de l'île, qui s'avance vers la mer, représente en réalité l'épanchement d'une lave volcanique dans sa globalité. De part et d'autre de cette langue rocheuse se trouve la pierreponce, une pierre très poreuse et de faible densité qui correspond en quelque sorte à l'écume de la lave, projetée en l'air et refroidie très vite. Ces 2 bordures de pierreponce encadrent une coulée plus vitreuse et plus dense, une coulée qui s'est refroidie lentement et qui a eu le temps de vitrifier. Ce verre volcanique, qui s'apparente à de la silice pure, possède les mêmes caractéristiques que le verre industriel, à l'exception peut-être de sa couleur noire aux reflets métalliques. Il possédait autrefois une valeur inestimable. L'obsidienne. Tu sais qu'avec ça, on pourrait faire des bijoux vraiment extraordinaires. Eh, je sais bien, là, je suis assis sur une fortune. Mais regarde, là, la couleur, elle est vert. C'est pas de la pure silice, elle est veinée de blanc. Des fois, c'est des couleurs ton violet. Mais c'est pas terrible. Par contre, toi, tu as un nucléus magnifique. Magnifique, tu l'as dit, noir brillant. Tu me donnes. Non. Et tu sais qu'on trouve cette pierre uniquement près des volcans, bien évidemment. Mais des volcans jeunes. Parce qu'avec le temps, la pierre perd de ses propriétés, en fait, elle se déminéralise. Ouais. Alors bon, ça prend quand même des millions et des millions d'années. C'est vrai. Surtout que là, c'est une ancienne coulée de lave qui allait jusqu'à la mer. Elle est partie du volcan, le Monte Pelato. Et là, avec ça, eh ben, les gens qui vivaient ici à la préhistoire, eh ben, se sont enrichis. Figure-toi, parce qu'à Lipari, c'est la zone où on a le plus d'obsidienne en Méditerranée occidentale. Donc tout un commerce était lié à l'obsidienne. C'est quand même dingue de penser que 4000 ans avant Jésus-Christ, on faisait déjà du commerce à travers la Méditerranée. Eh oui, parce qu'on s'en servait. À l'époque, il n'y avait pas de bronze. Il fallait bien trouver des pierres tranchantes. Regarde, là, si tu regardes bien, regarde, tu vois, c'est là. Là, tu peux faire même une hache. Et là, tu découpes ton cochon, tu fais la charcuterie. C'est vrai.
Et puis on s'en servait aussi surtout pour faire des armes, des couteaux, des pointes de flèches. Regarde, ça, je l'ai fabriqué moi. Pas aujourd'hui, hein. Il y a quelques années en arrière. Elle est très belle. Eh oui, c'est mon porte-bonheur. Hein. Je l'ai à chaque fois sur moi. Ça repousse les esprits négatifs. En même temps, ça positive. Hein. C'est la pierre porte-bonheur. Moi, j'adore cette pierre aussi. Elle a vraiment une origine divine. Elle est presque magique. Tu te rends compte un peu d'où elle vient? Elle est superbe. Eh ben, j'ai pas trop de belles pierres, moi. Un ou deux morceaux de véritable silice qui coupe. Hein. Toi, par contre, hein. Belle, hein. Je te la prête. Celle-là, tu pourrais la mettre chez toi, tu vois. Tu porteras bonheur ou tu la mets dans le sac à dos pour tous tes périples. Dans le sac à dos? Non, je crois pas, non. Ah, celle-là, je la garde. Ma tech. Ah. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a. Suffit de bien poser l'œil. Tiens, regarde celle-là. Allez. Fais attention, Karine, car Paul, je crois, convoite le joli bloc que tu tiens entre tes doigts. Et souviens-toi surtout qu'il n'y a pas si longtemps, à l'âge de la pierre taillée, les rares mines d'obsidienne étaient farouchement gardées et tenues secrètes, tant la valeur marchande du moindre morceau était grande. C'était alors de véritables pierres précieuses que les élites continentales s'arrachaient à prix d'or. L'archipel des îles éoliennes compte 7 îles qui ont jailli du fond de la mer à différentes époques. Ces îles suivent en réalité le déplacement de la plaque tectonique sur le manteau, car ces volcans apparaissent au-dessus d'une trouée qui forme comme un puits vers le centre de la Terre. Au fur et à mesure que la plaque se déplace, les remontées de magma via ce puits donnent naissance à de nouveaux volcans, tandis que ceux qui ont été formés anciennement et qui s'éloignent ne sont plus alimentés. L'archipel compte donc 7 îles, mais seules 2 connaissent encore une activité volcanique, Stromboli et Vulcano. Toutes 2 jaillies du fond de la mer, il y a quelques dizaines de milliers d'années seulement. L'île de Vulcano, la plus récente de toutes, est en réalité formée de 3 volcans apparus successivement. Le plus jeune d'entre eux a tout juste 2000 ans. Le volcanisme est en conséquence très actif sur cette île, vers laquelle vous vous dirigez, mes amis. Prenez garde, car la jeunesse de ce volcan le rend particulièrement dangereux et imprévisible. Et pour bien signaler le danger, règne tout autour de l'île une odeur de soufre des plus désagréables. Ce sont les émanations âcres des entrailles d'un volcan en pleine activité. Quelle odeur! Ça sent fort le soufre, hein. Ça prend la gorge. Ouf. Tu n'as rien senti? Tu verras quand on va arriver sur l'île. Ça va être fort. C'est vraiment une odeur âpre, hein. Bon, enfin, sur l'Etna, il a fallu d'attendre d'être au sommet du volcan pour sentir cette odeur, alors qu'ici, c'est carrément en mer que ça sent. L'Etna, c'est l'Etna. Déjà, il est beaucoup plus haut, plus de 3000 mètres, il fait frais. Vulcano, c'est Vulcano. Il est chargé en soufre. Il y a du gaz partout, tu verras. L'odeur, elle enveloppe. Toute l'île, elle va nous envelopper, même notre peau. Après, ça ne va plus partir. Déjà, ça sent. Mais j'ai lu que Vulcano n'était pas habité avant le 19e siècle. Mais bon, de toute façon, je me demande bien comment les gens font pour vivre ici avec cette odeur en permanence. C'est horrible. Ça pue. Hein. Et puis, il est dit que cette île est maudite. C'était la forge de Vulcain. Évidemment. Bien avant les Romains, au temps des Grecs anciens, c'était l'île sacrée des Phaistos. Et il forgeait après tout ses armes à l'intérieur du cratère et de ses cyclopes. C'est vrai. Et puis, c'est vrai, comme tu le dis aussi, cette île a été habitée au 19e siècle. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bagne. Ils travaillaient là, on faisait de l'extraction de sulfate d'aluminium et du soufre. Ça devait être terrible d'être condamné au bagne ici. Les bagnes, c'était tous pareils. Hein. Je crois qu'à Cayenne, ils étaient mieux qu'ici. Et puis plus tard, il y a un intelligent, un Écossais, qui a racheté toute l'île.
James Stevenson. Pour en faire quoi? Et pour en faire quoi? Il avait une idée ingénieuse, il a fait des vignes partout. Il voulait s'enrichir. Et il s'enrichit un petit peu. Et après, Une idée. Kuelula, Kwasu, le volcan. Bon, explosion en 1888. Pendant 2 ans, ça a duré. Tout le monde a quitté l'île. Et Stevenson, le premier, même plus un rat, il y avait. Je veux dire que Guy de Maupassant est venu ici en 1885. C'était 3 ans avant l'explosion. Tu te rends compte qu'il aurait pu y être? Il aurait même pu acheter l'île, Guy de Maupassant. Qu'est-ce qu'il allait en faire? Eh ben, je sais pas. Bon, plus on s'approche et plus ça sent. C'est fort. Il va falloir des pierres ponces pour brosser tout ça. Ah oui. Ne vous en faites pas, les amis. On s'habitue à l'odeur jusqu'à l'oublier. La preuve, l'île abrite un peu plus de 700 âmes à l'année. Malgré le danger et les secousses fréquentes, malgré surtout ce parfum d'œuf pourri qui colle littéralement à la peau. Ce chiffre est d'ailleurs multiplié par 5 ou 6 en été. Car Vulcano reste une destination très prisée des géologues et amateurs de volcanologie, mais aussi des amoureux de voyages insolites. Entre nous, il faut avoir le cœur solidement accroché pour vivre sur cette étroite langue de terre qui relie le dernier né des volcans de l'île au massif composé des 2 anciens. Dans ce bourg exigu, les habitants se serrent les uns contre les autres, semblant presque compressés par les 2 montagnes qui les enserrent, tandis que les panaches de fumée qui jaillissent du cratère le plus récent ennoient souvent la côte d'un épais brouillard suffocant. Mais l'île possède aussi quelques atouts surprenants. Ça brûle. C'est quand même très très agréable. Ah, on est bien. Oh là 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 là, il y a des remontées de bulles chaudes. Regarde, on peut se recouvrir complètement. Tu sais qu'ici, on est dans l'antre du thermalisme. Et toute cette boue, elle est chargée en minéraux. Et ça t'enlève tout. Ça te nettoie la peau, ma gabille. Ça t'enlève les boutons, les furoncles. Et surtout le psoriasis. Et si tu restes une vingtaine de minutes là-dedans, eh ben, tu ressors avec une peau de bébé. Toute nette, toute douce. Les bains de jouvence. Et d'ailleurs, ils viennent ici pour devenir tous jeunes. Et tu sais que les gens affluent ici, les 4 coins de l'Europe, pour venir dans ces bains et faire comme nous, tu vois. Oh. Par contre, j'espère que cette odeur d'œuf pourri va partir. Hein. Oh, mais t'inquiète pas, moi je la sens même pas. Regarde, là, le visage. Tout un nettoyage. Ah, c'est bien, hein? Maintenant, on va rester quelques heures. Je crois que Ça fait vraiment du bien. on dirait 2 animaux dans la boue. Oui, on croirait. Des hippopotames. Tu parles pour toi, hein? Le bidou. Ah, c'est moi. Et après, tu deviens tout jeune. Quand on sera plus vieux, on viendra ici tous les jours. Passer un séjour ici à Vulcano. Je suis belle, hein? Oh punaise! Et tu crois que si ça rentre dans les oreilles, ça fera quelque chose? On peut faire des bouchons. Ah ouais, la boue, oui, mais le souffle, ça fait du bien, hein? Je sais pas, dans les oreilles. Oh! Tutto rilassante, quoi. Ah, les bains de boue, quel délice les amis, surtout lorsqu'il s'agit de boue chaude et sulfureuse. Voilà un plaisir auquel n'a pas goûté Guy de Maupassant lors de son voyage à Vulcano en 1885. Probablement parce que ce thermalisme si particulier n'était pas encore à la mode, mais surtout parce que le célèbre romancier était très pressé d'atteindre le cratère.
l'homme a traversé les paysages de l'île sans même prêter garde aux mystérieux rochers qui ornent la petite dépression au pied du cône fumant. Quel dommage! Car je suis sûre qu'il aurait mieux que quiconque apprécié leurs formes extravagantes, lui dont les œuvres rendent si souvent hommage au génie de la nature. Et ces bombes de lave sont parmi les plus belles expressions de ce génie. Elles qui ont été figées en plein mouvement et dont les silhouettes fantomatiques évoquent les entités d'un incroyable bestiaire surnaturel. Sous les pieds de Paul se dresse, vous en conviendrez, comme une créature préhistorique fossilisée. Un de ces dinosaures carnassiers qui régnaient en maître au premier temps de la vie terrestre. Il fait face à une sorte de macaque assis, tandis que d'autres créatures noires les entourent, comme autant de gardiens de ce qui pourrait s'apparenter à un sanctuaire sacré. Vous verrez les amis, il flotte sur cette terre fumante une atmosphère d'étrangeté tout à fait saisissante et qui plonge le visiteur dans un univers irréel et fantasmagorique. Et plus vous avancerez au milieu des geysers et des fumerolles, et plus vous ressentirez l'impression de gagner le vieux monde d'Homère, ses héros de la mythologie et ses divinités. Vous percevrez alors au milieu des vapeurs suffocantes l'insoutenable chaleur qui monte des entrailles de la terre. Et tout en suivant cette cascade de soufre qui borde le cratère, il vous semblera pénétrer le royaume d'Hadès, le monde dévasté des enfers. En plus, on n'y voit rien. C'est impressionnant toutes ces fumerolles. Ça brûle la gorge. Évite la couleur jaune. Parce que ça sort à 400 degrés là. Mais oui. C'est chaud. Et il est dit que certaines personnes qui ont mis les pieds et les mains, ils se sont retrouvés avec que le squelette et la peau qui pendouille. Ah, quelle horreur. Oh là là, regarde ça, ce cratère. Ouais. Et en bas, dans le cratère, j'ai les yeux qui piquent. Faut pas descendre. Parce que c'est très dangereux. Tu as le gaz, le monoxyde de carbone que tu sens pas. Et là, tu t'évanouis et on te retrouve plus jamais. Hein. Oh. C'est mortel. Le squelette, tu tomberais de mort à l'intérieur du cratère. Oh. Ça pique. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? En même temps, c'est dangereux, mais c'est aussi bénéfique avec parcimonie. Tu fais un beau visage. Tu enlèves tous tes champignons. Regarde ces rochers du temps de Stevenson, c'est des blocs comme ça qu'ils devaient extraire. Ces couleurs. Regarde un petit peu ce jaune. Le jaune du soufre, c'est unique. Il n'y a que la nature qui peut faire une chose pareille. Et le blanc, le sel d'ammoniac. C'est spectaculaire, hein? Regarde un petit peu la formation de ces cristaux.
c'est stupéfiant. Hein. Tu te rends compte de ce qu'elle peut faire la nature? On dirait une fougère jaune et cristallisée. Ça va? Ah, bah c'est joli là. Ouais, ils sont beaux, hein? Touche. Là. Mais non, malheureuse, le jaune, n'oublie pas, 400 degrés, Ah, le squelette. Touche là, là. Bah c'est chaud. Hein. Oui, mais 100. Alors? Attends. Hey. Je sens les battements du centre de la Terre. Eh oui, C'est fou. parce que sous le cratère, sous la croûte, ça bouillonne, il y a de la vie. Et de la chambre magmatique, tu vois, il y a un tremblement de terre, léger, tout petit, hein, mais constant. Oh, c'est rassurant. Et alors qu'il y a ça. des sortes de passages, hein, des petites failles qui vont s'ouvrir, des sortes de colonnes qui vont ressortir ici sur la partie supérieure du volcan. Et tu vas voir toutes ces fumerolles qui vont jaillir. D'ailleurs, écoute le bruit du gaz qui s'échappe. C'est vrai qu'on entend. Mais dis-moi, il est quand même très toxique ce gaz. On est loin de l'atmosphère. 78% d'azote, 21% d'oxygène et le reste de gaz rare. Ouais. Ben là, si tu veux, dans les fumerolles qui s'échappent, c'est pour ça qu'il ne faut pas se coller la tête dedans, hein, parce que c'est très très chaud. En même temps, c'est composé de 90% d'eau. Tu as 8% de dioxyde de carbone et le reste, ce sont des autres gaz. Et le plus dangereux, ben, c'est l'acide sulfurique. Hein. Enfin, je pense qu'à tous ces mineurs, à tous ces pauvres hommes qui étaient obligés de respirer ça pendant des heures et des heures, ils devaient vraiment pas faire de vieux os, les pauvres. Ouais, bon, en même temps, comme ils avaient fait beaucoup de bêtises, ils étaient là pour ça, hein, pour travailler et pour extraire la roche, enfin le soufre de la montagne. Ça, Hein. c'est pas une raison. Et on est mieux ici, en liberté, hein, sur Voul, qu'en prison entre quatre murs. Hein. Bon, c'est vrai que les conditions de travail, ils étaient quand même assez difficiles. Hein. J'imagine. Il fallait tailler les blocs, ils les prenaient en dessous, là, dans le cratère, Ouais. les monter ici, hein, ça fait de la pente, et ensuite les acheminer au village. Ils amenaient tout ça sur le dos. Ouais, c'est une sorte de grosses pierres avec un sac à dos, hop, sinon ici il y avait les charrettes et les mules qui emmenaient tout ça au village. Et ils en faisaient quoi ensuite? Ben alors, le soufre, il était utilisé comme, on va dire, pour traiter les vignes. Tu sais qu'à l'époque, il y avait des maladies, une sorte d'insecticide. Et aujourd'hui, on l'utilise encore, hein, puisque ça fait partie d'un produit de base de l'industrie chimique, comme engrais aux pesticides. On le retrouve aussi dans des composants du détergent, de la pâte à papier, hein, et même des allumettes. Hein. Donc c'est une activité, la production de soufre, qui est toujours importante dans le monde aujourd'hui. Il y en a dans quel pays? Pas qu'en Sicile quand même. Non, il n'y en a pas qu'en Sicile. En fait, les gisements actuels, ce sont des gisements fossiles, il y en a beaucoup aux États-Unis et en Russie. Par contre, en Sicile, entre le 19e et le 20e siècle, eh bien, ici, c'était des productions énormes de soufre. Je crois que c'était la première production mondiale. Hein. Il y avait du soufre qui était extrait ici à Vulcano, à Lipari et aussi sur l'Etna. Ah ouais, quand même. On devrait relancer un peu ces exploitations de soufre. Hein. Bah. Je devrais m'acheter un terrain là. Parce que figure-toi qu'ici, ben, le volcan il est privé. Comment ça, privé? Eh oui, Stevenson, il est parti, il a vendu des parcelles à ses employés, il en a donné hein, même. Hein. Et tu pourras en racheter une et exploiter le soufre. Mais bon, c'est délicat parce que, imagine, tu exploites, tu gagnes un peu d'argent. Et s'il y a une éruption, Ouais. tous ces blocs de pierre et de lave vont atterrir dans le village. Et là, ça va détruire le village. Oh, et c'est toi qui vas être responsable. Eh Non, tu sais quoi, c'est pas une bonne affaire. il vaut mieux éviter, je crois, Ouais, je ces amarres. Hein. Puis en plus, si ça explose là, parce que le gaz il s'échappe ici. C'est juste ça pour me faire peur, arrête. Tu vois pas comme ça sort toute cette chaleur. Que le spectacle est éblouissant sur les bords de ce volcan, là où jaillit cette pâte jaune en ébullition, là où bourgeonnent ces cristaux éclatants qui ornent la roche brûlante d'étranges amas ciselés, sortes de lichens féeriques. Connaissez-vous la mésaventure de bien des géologues amateurs qui ramassent de magnifiques cristaux et aiguilles de soufre au plus proche des volcans? Ils découvrent, de retour chez eux, un amas de poudre jaune au fond de leur poche. Parce que le soufre ne forme des cristaux qu'à haute température, des cristaux éphémères qui se désagrègent au fur et à mesure qu'ils refroidissent. Les volcans sont comme une fenêtre vers le centre de la Terre,
un monde fantastique qui nous est totalement étranger et dont on ne peut ramener que des souvenirs, des images, des écrits. Lorsque Guy de Maupassant s'approcha du cratère en 1885, il découvrit une cuve géante qui laissait voir à travers ses fissures sa lave bouillonnante. Les abords du volcan étaient jaunes de soufre, tout comme la fumée qui s'échappait de la terre, la lumière et le ciel. Fasciné par le spectacle, il nous dit être descendu quelques dizaines de mètres à l'intérieur du gouffre, jusqu'au moment où il sentit comme une brûlure sur la peau, tant la chaleur était intense. Il remonta alors sur les pourtours du gouffre, à demi intoxiqué par l'haleine irrespirable du monstre de feu. Là, en position dominante, surplombant la bouche furieuse, il regarda les îles égrenées sur les flots. Puis, se retournant, l'Etna gigantesque qu'il avait gravi quelques jours plus tôt. Tu ne le sais sûrement pas, Karine, mais tu te tiens à l'endroit même où le célèbre romancier reprit son souffle, juste après son périple dans l'antre du volcan. Car si le rocher de lave sur lequel il s'assit fut précipité en bas de la colline lors de l'éruption de 1888, le hasard a placé celui qui te porte à peu près au même endroit, te laissant embrasser d'un regard semblable l'archipel tout entier. Oh, mais que c'est beau là-haut. Je me demande bien où a pu s'asseoir Guy de Maupassant pour admirer ce volcan. Certainement pas ici. Hein. Et pourquoi pas? Lui, il tenait tant à sa moustache. Tu l'imagines là, au milieu du soufre, à se la faire brûler. En même temps, à force de traîner près du volcan, il devait bien sentir mauvais, une odeur d'œuf pourri. Et j'ai entendu dire qu'il est redescendu du volcan, il avait sa chemise toute jaune. Et il s'est fait même chasser par les fans de Sicile. Ah, tu crois ça? Et où est-ce que tu as lu cette histoire? C'est ce que j'ai lu dans un ouvrage. Dans tous les cas, Guy de Maupassant nous a laissé de très jolis écrits sur ce volcan. Quand il est arrivé ici, il a dit qu'il avait découvert un très gros cratère avec des failles béantes et avec de gigantesques trous qui vomissaient de la lave, de la fumée et du soufre. Et tout ça dans un vacarme étourdissant de chaudière. Ça, c'était le volcan en 1885, avant son éruption qui a duré 2 ans. Mais aujourd'hui, quand tu regardes le cratère, il ne faut pas s'attendre à voir de la lave en émulsion. Parce que le volcan, il est en sommeil, certes, mais de temps en temps, la phase de sommeil, elle est interrompue par des secousses sismiques qu'il faut surveiller. Et comme tu peux le voir, ici, avec toutes ces fumerolles, il y a des journées où tu peux marcher et là, il te sort du gaz comme ça sous les pieds. Mais c'est ce qui en fait un des volcans les plus dangereux de Sicile, je crois. Mais tu penses qu'il est encore plus dangereux que l'Etna? C'est ce qu'on dit, parce que souvent, il y a des gros nuages de fumée qui montent au-dessus du cratère, tu vois, énormes. Et en même temps, ici même, tu as eu des émanations encore de soufre très importantes en 1985. Et bien entendu, l'éruption la plus importante, c'est 1888, où là, le volcan, il érupte. Il a érupté, et tu te rends compte, des blocs comme ça c'est rien. 700 mètres à la seconde. Il y avait des énormes blocs, là, il devait en avoir un gros. Et ils se sont écrasés un petit peu partout tout autour de l'île, jusque sur le littoral. C'est quand même très impressionnant. On ressent vraiment la chaleur qui monte du sol. Et cette odeur de soufre qu'on a sentie déjà du bord de mer. Ces geysers, ces fumerolles. On est vraiment sur une montagne infernale. Quand tu penses que si ça explose, on n'a ni refuge ni abri. On est vraiment sur le dos de la bête qui sommeille. Et ouais, là, on n'aurait aucune chance. Mais bon, t'inquiète pas, les vulcanologues, ils travaillent longuement dessus. Et ils ont dit que pendant les 10 prochaines années, on sera tranquille. Mais bon, on ne sait jamais. Imagine, il érupte là. Cheesy, moi. Eh bien, tu vois, pour moi, les volcans, c'est un peu à l'image de l'amour passionnel. Toujours sur la brèche, prêt à exploser à tout moment. C'est lourd. Ces roches de lave. Et cette lave qui bouillonne à l'intérieur de la croûte terrestre, c'est comme l'amour qui bout en nous, à fleur de peau.
Tu sais, Guy de Maupassant avait vraiment un style propre à lui. Et puis il utilisait beaucoup les paysages, les images, les couleurs. Il était vraiment un précurseur des cinéastes. Et là-bas, il doit y avoir d'autres pierres. Hein. Tiens. Je suis sûre que Guy de Maupassant a dû être inspiré aussi par les pierres de l'art. Maupassant, basta, Maupassant. Parle-moi d'Haroun Tazieff. Lui, il aimait les pierres, au moins. Ouais. Et n'oublie pas ma pierre, hein. Non, non. Je le mets dans mon chapeau. As-tu bien conscience, Karine, qu'il manquera à Paul cette magnifique pierre de lave pour construire sa maison de pierre ponce, de tuf et d'obsidienne ? Encore un rêve qu'il ne pourra aboutir. Mais bon, Paul est un nomade, doublé d'un aventurier. Il ne saurait se satisfaire d'une coquette demeure. Ah, les amis, quelle aventure que ce périple dans les îles éoliennes, à cheminer sur les volcans les plus dangereux de la planète, à parcourir le vieux monde d'Homère, peuplé de créatures légendaires et de divinités. C'est probablement l'aventure la plus fabuleuse que vous n'ayez jamais entreprise, la plus magique, mais peut-être aussi la plus envoûtante. Car comme tu l'as si bien ressenti, Karine, sur les bords de ce cratère brûlant, la lave bouillonne avec cette intensité et cette passion qui caractérise la vie. Oui, les volcans sont comme des êtres vivants. Ce sont des cœurs palpitants, prêts à s'embraser, à exploser, à déverser le feu qui les anime dans un élan passionnel. Et c'est sûrement pour cette raison, et non pour l'effroi qu'ils suscitent, que ces montagnes de feu sont si fascinantes. Elles qui captivent les hommes depuis toujours, renvoyant au mystère même de notre existence.